C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce jour sur les antennes de votre chaîne de télévision Info TV. Votre télévision de proximité pour le vivre ensemble, c'est votre émission Grand Soir qui traite uniquement des sujets d'actualité du jour avec des panélistes qui nous accompagnent au quotidien. Et justement, ce jour, nous allons nous déporter du côté de la capitale économique du Cameroun, à Douala. On parlera de la fermeture de cette polyclinique survenue en début d'après-midi sur haute instruction, entre guillemets, du ministre camerounais de la Santé publique, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala. Le premier était donc sur le terrain avec ses collaborateurs pour effectivement mettre en application la décision du ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. On en parlera au cours de cette émission. On va faire un arrêt dans l'éducation au Cameroun avec cette réunion tenue encore ce jour entre le chef du gouvernement de la République par visioconférence et les autres membres du gouvernement. Les décisions importantes ont été prises. D'ailleurs, on prévoit pour le 1er juin 2020 prochain le retour à l'école pour les élèves et bien entendu, je suis toujours dans la même période pour ceux des grandes écoles et même des universités. Sans oublier que les examens de fin d'année sont programmés pour les périodes de juin-juillet 2020. On va essayer de comprendre davantage les décisions prises ce jour par ce comité dirigé par le chef du gouvernement de la République, d'ailleurs qui se tient hebdomadairement, donc tous les jeudis. Ils font le point sur la situation du Covid-19 en même temps dans notre pays, le Cameroun. Merci de vous asseoir confortablement chez vous et de nous faire confiance pour cette émission qui va s'arrêter autour de 19h50 avec un arrêt à 19h pour le journal en langue anglaise. On accueille tout de suite Monsieur Théophile Tatita. Il est expert en communication, expert également en gouvernance traditionnelle et bien d'autres. Et donc il a choisi d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Serge. Merci de nous retrouver sur Info TV. On va vous accueillir avec cette première réaction. Dans la ville de Douala, les populations de plus en plus ont été au cœur d'une autre bataille entre la polyclinique Marie-O, pour ne pas la citer. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y ait des soucis dans cette polyclinique. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, quand il a fait cette note, il indiquait clairement que c'était une sorte de récidive et il fallait que les points soient rendus plus clairs. Comment avez-vous apprécié, ou alors comment trouvez-vous ces décisions qui ont été prises par le ministre camerounais de la Santé publique de fermer cette polyclinique en pleine crise sanitaire au Cameroun? Justement, j'ai fini par votre chute. On est en pleine crise et on a besoin, n'est-ce pas, des centres hospitaliers, n'est-ce pas, des cliniques équipées. Parce que si on apprend qu'il y a des prises en charge, des soupçons de prise en charge avec un certain nombre d'équipements, ce qui suppose que cette clinique, elle est à la pointe, n'est-ce pas, de la technologie pour prendre en charge un certain nombre de patients. Donc c'est déplorable qu'à ce moment précis, le ministre soit appelé à fermer une clinique. Donc c'est un peu comme si on amputait les mains, n'est-ce pas, du système sanitaire camerounais. On pense qu'on a besoin des hôpitaux publics, mais également que les cliniques qui sont bien équipées puissent accompagner, n'est-ce pas, l'État dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Au-delà des décisions qui sont prises, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que progressivement le Cameroun prend conscience? Quand je dis le Cameroun, ce sont les populations camerounaises qui prennent conscience progressivement que la pandémie est là et qu'il faut faire très attention. Ah ben, c'est quand même compliqué parce qu'avec le relâchement, n'est-ce pas, des mesures, certains ont cru que la pandémie était finie. Donc on voit le préfet de Yaoundé, du Foundi, a été obligé de prendre une décision, n'est-ce pas, pour imposer le contrôle du port des masques, parce que ça allait un peu dans tous les sens. Alors on peut le déplorer et puis il faudra également voir quels ont été les dégâts pendant ces quelques jours où les populations se sont lancées dans l'indiscipline.
Est-ce qu'en l'espace de ce quelques jours, plus d'une dizaine de jours, il n'y a pas eu beaucoup de contamination pour qu'on revienne avec cette nouvelle décision, n'est-ce pas, exigeant que les populations de Yaoundé, la grande ville qui est au centre de la contamination, puisqu'il faut voir que c'est la ville la plus contaminée, du moins ce qui enregistre le plus grand nombre de malades, selon le décomptage du ministère de la Santé. Donc, c'est déplorable. Une fois que la décision a été prise du relâchement, les voix se sont levées pour dire ah ben, ça va occasionner, n'est-ce pas, l'expansion de la pandémie. Alors aujourd'hui, on peut voir, on est face, n'est-ce pas, à cette situation regrettable où les gens sont allés dans l'indiscipline. Et donc, ce qu'il faut relever, c'est que l'État, comme on le dit, l'État c'est comme ça, doit faire usage parfois de la discipline, de la force, pour amener les populations et pour les préserver. Et surtout pour que les choses rentrent dans l'ordre. On a également vu la sortie du ministre camerounais Georges Elao Elangobam qui a instruit également dans les différentes régions, les différents préfets de prendre en main leurs responsabilités. On a le cas du préfet du département du Vouri, Mboutou Benjamin, qui a instruit également que dans les parcs, ceux-là même qui ne se seront pas acquittés, disons, qui n'auront pas porté le masque contre la propagation du Covid-19 au Cameroun, encore ceux qui n'auront pas respecté les mesures de distanciation sociale édictées par les pouvoirs publics, il sera question désormais de mettre en application les sanctions pécuniaires qui sont prévues pour l'occasion. En tout cas, merci Théophile Tatita d'être avec nous ce soir. Un autre invité et nous a rejoint dans ce studio, lui c'est Niek Niek, il est militant très engagé, Sylvestre Niek Niek du côté de la formation politique qui est l'UPC. On peut s'arrêter un petit moment pour parler un peu de votre parti politique. Est-ce que le calumet de la paix, ça se ressent de l'autre côté-là? Est-ce qu'il n'y a pas de bataille ouverte lorsqu'on sait qu'il y a une autre formation politique qui vous a emboîté le pas depuis quelque temps? Bon, disons que je vous remercie d'abord pour m'avoir invité, mais j'aurais voulu bien ne pas parler de l'UPC parce que vous savez, le militant parle avec le cœur, alors que nous sommes invités pour parler avec la tête. Vous avez toujours une cravate rouge, par exemple. Non, disons que la cravate, ça participe de la galanterie simple. Bon, maintenant, si ça concourt à promouvoir mon parti, pourquoi pas? Bon, j'étais disant que, vous savez, le militant que je suis a tendance à parler avec le cœur. Alors, lorsqu'on est invité ici, on devrait plutôt mettre en exergue nos compétences et beaucoup plus de la tête. Maintenant que vous me donnez l'occasion d'en parler, vous acceptez les dérives qui pourraient en tout cas, c'était une entrée en matière. Bon, je voudrais quand même dire que l'UPC est comme un parti ou bien quelqu'un qui est en bagarre à qui on a attaché les mains et à qui on demande les résultats. Alors qu'en face, on a fabriqué quelqu'un de toute pièce qui peut se pavaner en toute, je ne dirais pas l'égalité, mais en toute liberté. Maintenant, un parti responsable qui a fait la promotion de l'indépendance à la réunification, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit les institutions. Nous sommes un parti républicain. On ne va pas faire autre chose que saisir les institutions, ce qui a été fait. Et ça dure certes, mais nous n'avons pas de doute que le moment venu, le droit sera dit. Ça nous permet également d'avoir une idée de ce qui se déroule dans votre formation politique, même si d'aucuns pensent qu'il y a plusieurs UPC qui existent et qui concourent à créer cette stabilité avec une autre faction de l'UPC qui donnait, je crois, un point de presse aujourd'hui. Oui. Bon, c'est pas l'objet, c'est pas le non, sujet. on peut en parler, librement, on peut en parler. Ça fait partie de l'actualité. J'ai suivi comme tout le monde que... l'honorable Bapo... Non, l'actuel PCA de la SRC, il faut l'appeler ainsi, parce que c'est le véritable poste qu'il a. Politiquement, c'est sa casquette. Il restait député. Oui, bien sûr, un peu comme je... Moi, j'aime me faire appeler ancien maire, pas maire, parce qu'il y a bien un maire qui m'a remplacé. Il n'est pas question que je continue à me faire appeler maire, alors qu'il y a un maire qui est en poste, ce serait une option de titre. Donc, l'honorable, c'est un poste honorifique aujourd'hui, c'est l'honorable Bapo 7, mais il est véritablement le président du conseil d'administration de la SRC. C'est un chef d'État que je respecte. Et je ne pense pas que ça suffise pour qu'il convoque le nom du PC, malheureusement. Que ce soit au titre de député, au titre de PCA de la SRC, il n'a pas qualité pour convoquer. Mais on ne peut pas dans un pays parler de république sans respecter les lois. C'est pour ça que moi je dis, je refuse de m'étendre sur le sujet. Dès lors que ça va écorner un ministre de la République, je suis sûr que le moment venu, puisque nous avons saisi, ça commence à perdurer, certes, en République, on saisit les institutions, on ne se rend pas justice. Nous l'avons fait et nous n'avons pas de doute qu'à un moment donné, le contexte va permettre que le droit soit dit. Je voudrais m'en tenir à cela. Maintenant, pour faire un commentaire sur sa réunion,
il a vulgairement appelé ça comme le bureau politique. Je dois rappeler que dans les textes de l'UPC, il n'y a pas de bureau politique. C'est la preuve qu'il est ailleurs. Maintenant, l'UPC ne va pas s'arrêter pour des élucubrations de quelqu'un en mal de gouvernance, il faut le dire. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas parce que si je me lève que dire que sur le SG du RDPC, les gens vont bien rire. Et c'est ce que les UPC font. Lorsque le rapport dit que les SG de l'UPC, on rit tout simplement en regardant le ministre, en lui disant que vous avez fabriqué un monstre vivement qui ne vous broie pas demain. Merci bien, c'était, je le rappelle, l'entrée en matière. On vous accueille avec ce sujet qui concerne plusieurs Camerounais, qui vous concerne d'ailleurs vous, lorsqu'on sait encore que l'UPC a plusieurs tendances sur le plan local et que d'aucuns ne se réclament pas de telle autre faction, de telle... En tout cas, on en parlera au moment venu pour essayer de trouver le juste milieu et les équilibres dans la prospective de l'UPC qui soit régalienne et qui permette à tous les Camerounais de comprendre davantage leur combat, le noble combat, celui du crabe engagé depuis 1948. Ce jour, nous parlons de cette clinique de cette polyclinique qui a été fermée dans la ville de Douala. Le ministre de la Santé publique qui a rappelé d'ailleurs que plusieurs fois il a écrit à ses responsables qui n'ont jamais réagi, d'autant plus que pendant cette même période, il avait interdit que les tests soient faits à la suite d'un scanner, ce qui se faisait toujours, alors que le ministre rappelle bel et bien qu'il y a des centres hospitaliers agréés pour cela, le cas de l'hôpital Akintini de Douala. Et lorsqu'on sait encore quels sont les coûts des scanners, pratiquement 250 000 francs CFA, est-ce que ce n'est pas à ce niveau que se trouve la paume de discorde qui vient aujourd'hui faire en sorte que le ministre instruit, il demande au préfet du département du Vouré, lui à son tour a instruit les forces de l'ordre d'aller fermer cet après-midi la clinique Marie-O à Douala? Monsieur Bondi, je suis un peu embêté parce que vous savez, on ne peut pas gérer une république par communiqué. Vous savez, il y a des actes réglementaires et légaux qu'il faut poser pour ouvrir une clinique. Alors, par exemple, de forme obligeante, lorsque nous fermons une clinique, il est question d'emprunter le chemin inverse. C'est pour ça que je dis, d'abord, il faut dire qu'aucun pays au monde, à défaut d'organiser une pandémie, n'est jamais prêt pour gérer une pandémie. On mesure la capacité d'un pays et d'un système de santé à sa capacité de réaction, pas de mise en œuvre de gestion d'une pandémie. Parce que la pandémie arrive quand vous attendez le moins possible. Maintenant, le Cameroun réagit et je ne pense pas qu'on puisse... Il n'y a aucun acte légal, c'est-à-dire la loi, parce qu'en réalité, je dis quelque chose, les infractions sont d'ordre légal ou réglementaire. Vous ne pouvez pas prendre un communiqué pour dire si vous ne mettez pas le masque, vous allez payer 5 000. C'est complètement illégal. En reconnaissant que c'est bien, mais je pense que nous avons un Parlement qui peut siéger de façon permanente et véritablement prendre des décisions à ce sujet, prendre des lois qui permettent, qui rendent exécutoires les actes pris par les députés, par le Parlement. Maintenant, je dis, je ne suis pas ministre et je refuse de commenter ça, mais je fais un commentaire de citoyen en disant, est-ce qu'au moment où on a... Moi, la clinique Marie-O, je dois dire que je connais un peu de loin, c'est l'une des cliniques qui dispose, de mon point de vue, d'un minimum d'équipement qui puisse prendre en charge un certain nombre de pathologies. Maintenant, est-ce qu'il suffit que le ministre vous écrive 2 fois et que vous ne réagissez pas pour fermer votre clinique? Je dois dire non. Parce que j'ai dit, la médecine a un ordre. C'est-à-dire, les métiers qui sont organisés en ordre ont d'autres façons d'être. Effectivement, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, le ministre de la Santé publique, on pouvait faire valoir un certain abus d'autorité? Parce que le docteur Ngoula, qui est le propriétaire de cette clinique, qui est médecin, il a écrit à l'ordre des médecins du Cameroun pour s'insurger contre cette mesure qui est prise contre sa formation sanitaire, et il réitère bel et bien qu'ils sont restés dans la logique, dans le sens du bon travail. C'est une clinique privée, ce n'est pas un établissement public. Je dois dire que la clinique est d'abord un centre de santé, mais également une entreprise. Il faut le comprendre. Hein? Lorsque le ministre pense de fermer une entreprise sans, de mon point de vue, respecter la procédure légale en la matière, c'est peut-être parce que la pandémie, on est dans la gestion par réaction. On peut comprendre ça. Mais j'ai dit, de façon réglementaire et légale, il faut s'en tenir au texte. Et c'est pour ça que je pense que le propriétaire, le directeur de la clinique a saisi l'autre médecin, parce qu'effectivement, l'autre médecin a quelque chose à dire. Maintenant, il ne faut pas également que, parce qu'on est habitué à politiser tout. Parce qu'il me semble également que le patron de cette clinique est également un maire. Il est maire. Un ancien maire. Un homme politique. Ce serait trop facile de penser qu'avec ces démêlés, avec un frère qui serait également ministre, que la solidarité gouvernementale aurait conclu, ou s'ils s'entendent pour le broyer. Mais j'ai dit, au-delà de broyer un individu, vous broyez une entreprise et un centre de prise en charge de beaucoup de pathologies. Donc en tant que citoyen, je voudrais quand même dire
qu'il faut faire très attention parce qu'au-delà de ça, moi j'ai entendu les gens dire que la prise est chère là-bas. C'est vrai. Mais lorsqu'une clinique n'est pas subventionnée, qu'est-ce qui se passe? L'État aurait pu, en ce moment, au d'interdire simplement que les gens, d'agréer certaines personnes, mais de permettre que les cliniques qui disposent d'un minimum de matériel puissent prendre en charge et dans ces conditions, pour que ce soit, je ne dis pas gratuit, parce que même ailleurs, ce n'est pas gratuit. En fonction du standard. Du standard, tout à fait. On va essayer de revenir. Voilà, qu'on subventionne de manière que la prise en charge ne revienne pas complètement aux citoyens, parce que 14 millions quand même. On va se rendre compte que les factures ou alors peut-être les prestations dans cette clinique sont situées sur deux volets. Le premier volet parle de celui de 6 millions de francs CFA qui fait suite à la lettre du 6 mai envoyée, je précise bien la lettre du 6 mai envoyée par le ministre de la Santé publique aux responsables de cette formation hospitalière, mais qui n'ont pas daigné répondre au moins à cette lettre envoyée par le ministre de la Santé publique qui sollicitait la réponse sous 72 heures. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et donc, il fallait donner des explications sur le coût global d'une facture de 6 millions de francs CFA. Et à ce jour, rien n'a été fait. Et puis par la suite, l'autre élément qui rentre en jeu, c'est la facture. Donc, d'aucuns estiment que peut-être c'est un Libanais, c'est pas un Camerounais qui a dépensé autant d'argent. On parle d'un montant de pratiquement 14 millions, pardon, autant pour moi, 14 millions de francs CFA en quelques jours d'hospitalisation. Est-ce que ce n'est pas finalement une sorte de bataille sur les aspects financiers qui font qu'il faut exclure certains qui ne voulaient pas respecter la réglementation en vigueur? Monsieur Bondi, je suis tenté de demander quel est le vrai problème. Est-ce que le patient s'est plaint? Me semble que non. C'est-à-dire, celui qui doit payer sa facture ne s'est pas plaint. Alors on demande quel est le problème. Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce qu'il y a un suivi des prix que le ministre fixe, que lorsque vous êtes en clientèle privée, voilà comment il faut consulter. Si c'est parce que je pense que l'ordre de médecin a quand même un encadrement de ce côté-là. Maintenant, si, parce que en matière de tenue de clinique privée, lorsque la première infraction, il y a une note de sanction. On n'arrive pas directement à la fermeture d'une clinique. Et l'ordre de médecin a des sanctions internes, comme tous les autres. Donc je me dis, je dois confesser que je n'ai pas suivi particulièrement la lettre du ministre. Je dis encore, on ne peut pas gérer un pays avec des lettres et des communiqués. Vous pouvez m'écrire que si je ne réponds pas, vous ne fermez pas ma clinique. Mais on est devant le fait accompli. Là maintenant, on confond la gestion d'une clinique à la gestion d'une pandémie. Je dis, la clinique n'est pas qu'un simple centre de santé, c'est également une entreprise. Vous pensez que je prends le cas le plus grave. Si le directeur des impôts nous écrit, parce que la clinique paie des impôts, si le directeur vous écrit, vous ne répondez pas, on ferme votre clinique, votre entreprise, non. Donc je dis, il ne faut pas qu'on amène la gestion de la pandémie jusqu'à la fermeture des entreprises. Parce que les entreprises doivent exister avant, pendant et après la pandémie. Merci bien pour ces éclairages. En tout cas, nous restons dans des éclaircies depuis quelques temps dans la ville de Douala. C'est une polyclinique de référence. On a plusieurs personnalités qui soignent là-bas de par la qualité des soins et qui sont dispensés là-bas et même des équipements avec un plateau technique assez impressionnant pour certains qui ont été hospitalisés là-bas. Seulement, les coûts dans ce centre de formation sanitaire inquiètent d'autres personnes. Davantage peut-être le ministre aussi dans le cadre de la crise actuelle qui sévit dans le monde et même dans notre pays, le Cameroun. Merci d'être là. On accueille notre invité dans cet échange et non des moindres, c'est Ahmed Bala, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Bonsoir également aux co-panélistes, à mes aînés qui sont là. C'est un plaisir d'être avec eux ce soir. Et merci pour l'invitation. Et merci également d'avoir honoré. Je vous prends tout de suite en plein dans le mille. On parle de cette polyclinique dans la ville de Douala qui a été fermée il y a quelques heures seulement. Et lorsqu'on regarde un peu, peut-être lorsqu'on regarde les agissements du ministre de la Santé publique, on regarde un peu de l'autre côté, on voit que c'est un problème dans le fond d'argent avec à la clé une facture de 14 millions de francs CFA en quelques jours d'hospitalisation qui est rendue publique, avec naturellement dans cette même facture des frais assez exorbitants, par exemple de 500 000 francs CFA à payer l'habitant en chambre par journée. Est-ce que ce n'est pas par là que le bas blesse? Est-ce que la réaction du ministre n'est pas dans le sens de pouvoir trouver des équilibres? Peut-être qu'indirectement, il a demandé aussi de voir un peu les coûts, parce que s'il continue dans cette logique, même si d'autres institutions hospitalières publiques n'ont pas les mêmes conditions d'accueil, peut-être le ministre veut éteindre le feu avant que cela ne s'empire.
Oui, merci Serge pour ce sujet effectivement qui défraie la chronique en ce moment. Ça fait effectivement le buzz sur les réseaux sociaux et autres. Mais moi je vais beaucoup plus m'attarder sur les faits. C'est-à-dire que lorsque le ministre décide de la fermeture, il s'appuie notamment sur un texte légal, sur un texte du 20 avril 2020, parlant effectivement des structures habilitées à accueillir en leur sein les malades du Covid. Donc il y a une communication autour de ces établissements hospitaliers qui étaient à même d'accueillir donc les malades du coronavirus. Maintenant, il savait que cette structure, c'est-à-dire la polyclinique de Douala, qui n'a pas jusque-là respecté cela parce qu'elle continuait à recevoir les malades, elle continuait à interner les malades. Donc le ministre a écrit à cette structure hospitalière pour qu'elle arrête cette activité, pas de prendre en charge les malades ordinaires habituels, mais beaucoup plus en ce qui concerne les malades de Covid. Donc, vous comprenez que sur les textes, le ministre est tout à fait dans son droit, parce que la loi, le texte du 20 avril 2020 est clair. C'est qu'il y a eu un certain nombre d'établissements hospitaliers qui ont été retenus pour pouvoir le faire. Mais maintenant, lorsqu'on rentre également dans les faits, on se rend compte que il est difficile pour les pouvoirs publics en ce moment, ou alors pour l'hôpital public, de pouvoir gérer cette crise sanitaire tout seul. Il est très difficile parce que quand vous regardez un peu aujourd'hui les hôpitaux qui ont été retenus par le gouvernement pour cela, à un moment donné, ils sont débordés et parfois ils n'ont pas les équipements techniques adéquats. Donc, et dans d'autres pays, on est obligé d'appeler en renfort le privé, c'est-à-dire que ces établissements hospitaliers privés qui ont un plateau technique du moins acceptable, ou alors qui ont le matériel de pointe en ce qui concerne cette lutte contre la pandémie. Donc la polyclinique dont on parle effectivement a un équipement de pointe en termes c'est-à-dire que ça c'est selon l'avis des médecins et autres, c'est-à-dire que c'est un hôpital ou alors un centre hospitalier qui a même de référence dans le privé. Et dans ces conditions, quel est le regard du citoyen lambda? Oui, en fait, quand vous voyez les montants, c'est-à-dire, je partage l'avis du précédent intervenant sur le fait que les gens sont libres d'aller où ils veulent en fonction des moyens dont ils disposent. Vous verrez que pendant que vous avez des maux de tête, vous irez consulter, quelqu'un d'autre ira voir Il ira aux États-Unis. Ouais. C'est parce que les frontières sont fermées. Ou alors quelqu'un d'autre ira voir le médecin de rue, c'est-à-dire docteur du quartier, en fonction de la santé publique, qui allait se faire opérer un panari. Donc vous comprenez que c'est en fonction, on parle de 14 millions. Je ne pense pas que c'est quelqu'un comme moi qui pourrait aller payer une facture comme celle-là. Donc le Libanais, parce qu'il s'agit effectivement d'un Libanais selon nos recoupements, a les moyens, il a peut-être les moyens de pouvoir se payer une telle facture. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se poserait la question de savoir, lorsque le ministre décide de concentrer la lutte, la riposte contre le Covid-19 au cœur simplement des établissements hospitaliers, c'est comme on se pose la question effectivement sur les sous, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on... L'aspect pécunier intéresse. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que... Je vais prendre quelques chiffres pour que les téléspectateurs comprennent aussi. Il faut souligner que ce qui est contenu dans cette facture rendue publique sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, on dit que le patient est entré le 22 avril 2020, il est sorti le 7 mai 2020, et lorsqu'on regarde les factures, il a consommé des médicaments de l'ordre de 2 310 000 francs, 310 000, voilà, 198 francs CFA, et que le montant de la journée en termes d'hospitalisation, donc il a passé pratiquement 15 jours, donc il payait 500 000 francs par jour, et d'où la facture globale à sa sortie, il y a plusieurs autres chiffres qui sont avancés, est de 14 419 238 francs CFA. Mais maintenant, si on venait un peu à rester dans la logique du ministre camerounais de la Santé publique, peut-être le ministre a pensé que autant d'argent
pourrait aller... Pourrait plutôt aller dans les caisses de l'État. Tout à fait. Tout à fait. On peut également... C'est là où se trouve la pomme de discorde. On peut également avoir ce regard, savoir que les frais et autres là pourraient peut-être dans le public c'est pas le même montant. Dans le public c'est pas le même montant. Il faut reconnaître. Il faut 300 000 par jour. Mais c'est pas le même en termes d'hospitalisation et autres. On a fait savoir qu'il y avait que c'était la prise en charge était gratuite. Donc on s'en tient à cela. Maintenant. Quand on observe, est-ce que les hôpitaux publics, c'est l'État qui finance et autres, pendant que le privé, c'est plutôt les clients, c'est-à-dire les malades qui viennent. Donc, on ne peut pas en vouloir à cette structure d'avoir ce type peut-être de montant et autres, surtout que quelle est la réglementation en vigueur dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a un barème sachant que peut-être la consultation est de telle et de telle? On se pose la question, c'est-à-dire sur le plan technique, en quoi est-ce que cette structure hospitalière on a ressenti cette vous voyez, la même facture précise que le monsieur, avant de rentrer dans cette formation hospitalière, a déposé une caution de 5 500 000 francs CFA. On parle de beaucoup d'argent. Hein? Je reviens à vous. Non, ce que vous relevez là sur le plan, parce qu'effectivement, ça suscite un questionnement. Est-ce que c'est pas ce montant qui aiguise certains appétits? Est-ce que forcément, c'est pas... Est-ce que la personne qui a payé s'en est plein? Est-ce qu'il y a eu une plainte? On dit que c'est un bon malade qui Est-ce que... Donc, il y a toutes ces questions, mais toujours est-il que pour que nos téléspectateurs également soient au fait de l'actualité, c'est que selon le gouvernement ou alors selon le ministre, ce n'est pas ce n'est pas beaucoup plus, c'est pas l'argent qui importe, c'est le fait que cette structure n'est pas habilitée, n'est pas retenue parmi les établissements hospitaliers qui peuvent recevoir les malades Covid. C'est ça le... Il faut aussi préciser que dans la note, la note parce que les scanners et autres, on avait déjà interdit. Le responsable de cette formation sanitaire, qui est l'ordre des médecins du Cameroun, il indique clairement qu'il n'était pas question de traiter le Covid-19 chez ce patient. Donc, c'est un traitement particulier, mais qui n'avait rien à voir avec ce qui fait la crise. Mais quand vous lisez le document, c'est-à-dire cette facture haute, et vous voyez les scanners, c'est-à-dire à quoi est-ce que ces scanners renvoient? Sauf s'il y a cette... Effectivement, à quoi est-ce que c'est... Puisque même il y a eu quelques informations qui circulaient des proches de ce malade qui expliquaient que le monsieur était malade avant qu'on ne l'amène de ce côté-là. Et depuis qu'il y est, il essaie de se sentir mieux. Mais maintenant, il y a eu des scanners qui ont été effectués. Et ces scanners, on explique que cela a été effectué parce qu'on voulait vérifier effectivement s'il est malade du Covid. Entre-temps, le ministre avait déjà interdit. Il avait sorti une note qui interdisait tout scanner, c'est-à-dire que lié au Covid. Si quelqu'un s'inquiète, par exemple... Finalement, il faudrait arrêter tous les scanners dans tous les hôpitaux qui sont pas... Donc, voilà un peu où est-ce que le ministre se situe, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi comprendre, c'est-à-dire que le ministre a interdit c'est-à-dire une pratique maintenant qui est faite ailleurs. Peut-être il se limite à ça. Je vous ai dit parce que quand il interpelle la structure la première fois, le 7, le 6, c'était pourquoi? Vous leur dit, je vous ai déjà demandé que ceci s'arrête. On ne leur demande pas de ne pas soigner les gens, non, mais de ne plus faire un certain nombre de prestations qui ne relèvent que de certains établissements hospitaliers retenus par le gouvernement. D'autant plus que lorsqu'un malade arrive dans ces formations sanitaires, il n'est pas indiqué clairement, ou alors à première vue, qu'il a le Covid. Du Covid-19. Donc il y a une certaine ambiguïté qui persiste. Je voudrais m'arrêter un moment avec Théophile Tateta. Je voudrais comprendre davantage. Est-ce que ce n'est pas l'occasion jamais de parfois baisser les égos et de pouvoir faire place aussi à l'autre forme de médecine traditionnelle? Parce que depuis que ça se passe ainsi, on n'a pas vu se déployer davantage nos tradipraticiens, nos herboristes, hormis c'est Samuel Cléda qui a trouvé une formule géniale qui soigne depuis quelque temps. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire aussi que oui, sur le plan sanitaire, dirigeons-nous vers là où c'est plus facile, c'est simple, d'autant plus que là-bas, le traitement est gratuit. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas lieu de pouvoir rediriger les finances qui sont données, parce qu'on a encore suivi en début d'après-midi qu'il y a une autre entreprise citoyenne dont on va taire le nom qui a redonné plusieurs millions de francs CFA au gouvernement de la République pour lutter contre la Covid-19, alors qu'à côté on peut bien subventionner les recherches des tradipraticiens et autres. Non, mais c'est une bonne observation. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que
on parle d'interdiction de scanner. Dans la médecine traditionnelle, le scanner se fait, on appelle ça de la voyance, on fait des auscultations. Est-ce que le ministre ira interdire la voyance dans toutes les formations sanitaires traditionnelles? Non. Bon, et puis il faut aussi reconnaître que c'est l'OMS même qui dit qu'en Afrique, plus de 90% d'Africains font recours à la médecine traditionnelle. Donc, et si on veut être modeste, on va dire 80%. Ce qui fait que tout le débat qui se fait autour de la médecine conventionnelle ne porte que sur 20% des malades. Il en est de même du coronavirus. On est dans la pandémie, on est en pleine pandémie. Alors, quand le ministère compte soit les personnes qui sont déclarées positives ou des personnes qui sont guéries, on est très loin du chiffre. Il faut considérer ça dans la gamme de 15 à 10% de la réalité. Parce que beaucoup de personnes ont déjà eu la maladie, sont soignées à travers les écorces, les décortions. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées, des solutions véritablement traditionnelles. Parce qu'il faut voir que lorsqu'une solution est dite traditionnelle, ça veut dire qu'elle est communautaire, ça veut dire que la recette est connue, n'est-ce pas, de chaque chef de famille et même des gardes-malades. Quand on est dans une situation de pandémie, le premier à trouver la solution informe la communauté que cette maladie peut être soignée par telle chose. Donc, il n'est pas question d'attendre qu'on ait fabriqué dans quelques laboratoires que ce soit, de mettre dans quelques boîtes que ce soit, ou d'attendre les disponibilités. C'est la recette qui est partagée. Et dès lors qu'on a annoncé cette pandémie, beaucoup de personnes ont scruté, regardé un peu l'histoire. On se souvenu, dans les régions du Sud, par exemple, on se souvenu que dans les années 1917-19, il y a eu une grippe qu'on appelait la grippe chinoise et qui tuait beaucoup de personnes. Et dans les recettes traditionnelles, on a trouvé un remède. Un remède, il y a une partie pour traiter la voie respiratoire qui serait prélevée sur les palmiers. Et l'autre, c'est une plante assez connue, le nom scientifique, c'est Piper umbrellatum. Quand on va dans les traditions de l'ouest du Cameroun, et c'est ce week-end encore que les tradipraticiens confirmaient, donnaient la confirmation que ce remède peut être une solution. Donc, il y a un protocole qui est transmis aux chefs de famille pour pouvoir, si jamais quelqu'un souffre, ou on soupçonne quand même que quelqu'un souffre de cette maladie, qu'on puisse lui donner cette plante très sacrée qu'on voit quand il y a le deuil, on attache ça sur le front, c'est très connu même dans le sud. Donc on donne ça et il y a des condiments. Il y a un condiment qu'on appelle le zilopia qui entre à la fois dans le cuit et dans la sauce jaune. Je crois que ça doit également entrer dans les recettes de Mbongo et autres, qui soignent, qui traitent le rhume ou la toux. Donc on associe le Piper umbrellatum avec cette plante. Et puis pour le cas, donc il y a des recettes dans nos traditions. Et les tradipraticiens, que ce soit, il y a beaucoup d'équipes, comme notre ami Bingono a réuni un certain nombre de tradipraticiens, ils ont proposé des solutions contenant à la fois l'ail, le njinja et les autres produits très recommandés. Très forte, donc, que ce soit le quinquina ou on appelle les cook dans les langues, donc il y a des recettes. La médecine traditionnelle est en train de faire un grand travail. Donc, malheureusement que tout le fonds, les recettes de l'État allouées au fonds ne vont que vers la médecine conventionnelle. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que le responsable, le patron, n'est-ce pas, de la gestion de ce plan de riposte du gouvernement se trouve être un chef traditionnel. Le ministre, le secrétaire d'État à la santé chargé des épidémies et des pandémies se trouve être même le président du Conseil national des chefs traditionnels. Monseigneur Cléda, qui est certes Monseigneur, mais beaucoup plus connu, même des chefs traditionnels comme étant un tradipraticien, a trouvé une recette traditionnelle. Donc c'est la médecine traditionnelle jusqu'ici qui est en train de battre tous les records. Et donc tous les débats, les combats, dans le cadre des cliniques, on parle des prix. Pendant que dans la polyclinique, Mario, on peut s'offusquer de ce que on aurait facturé la journée à un patient à 500 000. Le directeur de l'hôpital central de Yaoundé a reconnu que la prise en charge journalière est de 300 000, c'est-à-dire en dehors des médicaments. Et 300 000 la polémique, d'autant plus que ce n'est pas tous les malades qui sont sous assistance respiratoire. Voilà, et puis 300 000, c'est avec un personnel constitué de fonctionnaires qui sont payés. Alors, si vous faites la comparaison avec la clinique privée, ça veut dire que le coût est très faible. C'est-à-dire que... Et aujourd'hui, je crois que cette information nous renseigne.
Parce que vous imaginez un expatrié qui a préféré aller dans une clinique que d'aller dans nos hôpitaux. On se souvient que même les membres de notre gouvernement, du gouvernement, ont souvent préféré aller se faire soigner ailleurs. Donc, nos propres dirigeants ne font pas confiance aux hôpitaux publics. Et donc, un étranger, c'est tout naturel, peut-être que, ayant senti un malaise, a préféré aller dans cette clinique. Et puis, quand on regarde le débat, nous renseigne qu'au Cameroun, il y a des cliniques, n'est-ce pas, bien équipées, comme celle-là. Donc, pour le moment, on est dans le cadre d'un conflit. On espère que ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Mais au moins, on retient que les Camerounais sont capables de faire des prises en charge pour qu'après le coronavirus, les gens ne soient plus obligés d'aller se soigner à l'extérieur. Donc, pour revenir à votre question, la médecine traditionnelle fait son bonhomme de chemin. Et nous souhaitons que tous ceux qui proposent des solutions traditionnelles puissent respecter les principes de la miséricorde qui accompagnent la médecine traditionnelle. Parce que le premier principe, c'est que vous connaissez certainement des recettes, mais vous ne connaissez pas les auteurs de ces recettes-là. Justement, on dit tradition parce que ça a été transmis de génération en génération. Et on n'a pas à retenir le nom de celui qui avait créé le produit. Derrière cela, il faut un trait d'union entre la médecine traditionnelle et la médecine dite conventionnelle. Voilà, je veux dire que tous ceux qui se réclament de la médecine traditionnelle doivent faire comme la médecine traditionnelle le prescrit. En période de pandémie, on communique la recette. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de transporter les éléments de la nature, puiser l'eau à l'extérieur. Ça va être difficile de transmettre ce que l'on connaît, par exemple ces formules, puisque jusqu'à preuve de contraire, Monseigneur Cléda n'a pas vulgarisé ces formules, puisqu'il travaille avec le ministère de la Santé publique à travers le directeur de la pharmacie. Mais il n'a pas dit effectivement et de manière ouverte aux gens. Il a même réitéré, il a été clair qu'il y a une formule qui circule sur les réseaux sociaux disant que c'est la formule qui est mise en route pour le traitement de Covid-19 donnée par lui. Il a dit non, il n'a jamais ouvertement dit que voilà la formule, allez composer, vous allez soigner. Bon, pour répondre à... si c'est pour le cas, dans cette petite on dit, pour utiliser un peu un jargon étranger, on dit bonum est diffusum sui. C'est-à-dire la nature est de part, que le bien est de par sa nature diffusif. Ce qui est bien ne doit pas être arrêté par quelqu'un. Donc quand vous allumez, vous envoyez un faisceau de lumière, vous ne pouvez pas aller vous-même. Donc ce qui est bien doit être diffusé. Je crois que Monseigneur le sait également. Je crois qu'il a annoncé que d'ici le 18, son produit sera disponible un peu pour tout le monde. Au plan traditionnel, il est dit ceci. Si vous déclarez avoir la solution contre une maladie, et que vous ne vous engagez pas, vous devez en même temps prendre les dispositions pour que quelqu'un ne meure pas après votre déclaration parce qu'il n'a pas pu accéder, n'est-ce pas? Vous devez éviter par exemple que quelqu'un qui vient prendre un remède qui est dit traditionnel, il traverse de l'Est à Douala, peut-être il va passer 2 ou 3 nuits pour faire le rang et avoir le remède. Et on dira qu'il a pris gratuitement. Alors que si le remède était disponible à la pharmacie à Berthois, il aurait déboursé 10, 15 000, 20 000. Donc vous voyez un peu que la notion... Ça va être un peu difficile parce que le traitement pour Monseigneur Cléda, il est gratuit. Il est hors de question peut-être qu'on le retrouve en pharmacie. Peut-être si des officines traditionnelles, peut-être chez les praticiens, encore entre eux. Je dis, on confie la recette aux chefs de famille. C'est-à-dire, dans la tradition, on ne parle pas tellement de secrets, on parle des informations réservées. C'est-à-dire, vous prenez chez le maire, par exemple, le bonbon, ce n'est pas que lui, il garde en secret, mais on réserve les informations à ceux qui peuvent savoir en faire usage. C'est-à-dire, Monseigneur aurait, c'est-à-dire en préparant les remèdes, en même temps, avoir un certain nombre de personnes qui entrent en séminaire, s'il faut, un certain nombre de pratiques, pour que personne ne meure. Le problème, justement, c'est la transmission de ces connaissances, de ce savoir, mettre à la disposition même des personnes qui sont tout autour de lui. Il y a des formules que d'aucuns ne sont pas prêts à diffuser. Bon, ça, je prends un exemple. Vous voyez, en Italie, il y a eu beaucoup de morts, n'est-ce pas? En ce moment, les gens meurent également. Il y a beaucoup de prières. Aux États-Unis. Voilà, les gens meurent et les gens font des prières. Alors, pourquoi est-ce que si c'est Dieu qui devait inspirer cette formule, il n'a pas inspiré à Rome pour qu'on commence à soigner les gens en Italie? Il est venu ici inspirer Monseigneur. À partir du moment où Monseigneur a cette recette, il devient un facteur. C'est-à-dire, il a fait une prière pour sauver les gens. Alors, une fois qu'il a la formule, il a le devoir, sinon il peut être frappé lui-même pour n'avoir pas. C'est-à-dire, on vous donne... Frappé par ses pairs ou bien frappé par la tradition. Dès lors que vous parlez de la tradition, vous devez respecter un certain nombre de dispositions. C'est-à-dire que Monseigneur, je crois qu'il en est conscient, très bien conscient, parce que quand je vois, il réussit jusqu'ici à faire une très bonne communication, quand parfois on lui pose des questions qui pourraient prêter un peu à équivoque.
comme on enseignait, mais ce que moi je peux dire, connaissant les traditions et les principes, c'est que dès lors que vous avez la solution pour régler un problème, vous devez vous arranger pour que cette solution soit disponible partout, pour que les gens ne souffrent pas en venant. Quelqu'un peut faire un accident seulement en venant vers vous, alors qu'il suffisait peut-être, il y a des relais, il y a un relais de l'Église catholique, il y a les relais des autorités, parce que si c'est la médecine traditionnelle, il y a les gardiens des traditions. C'est-à-dire que Monseigneur aurait pu dire, voilà, c'est les formules de tradition inspirées ou des ancêtres, ou de Marie, ou de ce qu'on veut, mais voilà comment ça s'est fait, pour que les gens soient prêts. Donc, les tradis praticiens qui ont les recettes maintenant, donnent ces recettes-là à tous les chefs de famille, parce que c'est un chef de famille qui est habilité à décider de ce qu'il va donner à son enfant. C'est la même chose pour le patient dont nous parlons à la polyclinique Marie-O. C'est que ce malade est accompagné par les membres de sa famille. Alors on lui dit les conditions peuvent être celles-ci. Il prend l'engagement et on le soigne. On n'a pas besoin qu'on dise qu'à partir de ce moment, on ne fait plus de scanner, parce qu'on ne fait pas de scanner que pour... Encore qu'on parle de prise en charge. La prise en charge, c'est qu'on sait que vous êtes positif à la maladie, au corona, et on vous prend en charge parce que vous êtes positif. Alors, avant d'être déclaré positif, il faut bien qu'il y ait un moyen. Alors, vous n'allez pas demander à les médecins, parfois, ils ont l'obligation, c'est-à-dire qu'il est soucieux, il a prêté serment pour aider les gens. Il ne peut pas savoir qu'il peut avoir telle solution pour aider